Bien, bonjour à tous. Alors, je vais déjà commencer par vous dire que je ne suis pas mathématicien. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Simplement, ce que je vais vous présenter, c'est mon point de vue en tant qu'utilisateur des mathématiques. Dans une précédente vie, comme je disais, parce que ça fait bien longtemps que les mathématiques, je ne les utilise plus qu'à un niveau très, très basique. Et surtout, comme je sais qu'il y a quelques personnes ici que je connais qui considèrent que les mathématiques, c'est un mauvais souvenir d'école, je voudrais vous dire que même pour les scientifiques, en tout cas c'était mon cas, mon rapport aux mathématiques n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. C'est pas forcément quelque chose qui est facile immédiatement d'accès. Alors, comme j'avais été passionné par l'astronomie depuis mon plus jeune âge, et par la conquête spatiale, l'émission Apollo, c'était mon enfance, je voulais faire de l'astronomie et de l'astrophysique. Donc j'ai fait effectivement des études de physique avec une dominante astrophysique et cosmologie. Et ensuite, j'ai voulu faire ce qu'on appelait à l'époque un DEA, diplôme d'études approfondies. C'est l'équivalent du master, mais pour les gens qui veulent faire un doctorat. J'ai fait un DEA de physique théorique. Sauf que ça a été mon premier conflit avec les mathématiques. Je me suis aperçu que mon niveau, qui était un bon niveau, n'était pas suffisant pour le niveau requis pour ce DEA de physique théorique. Alors je vous en parle tranquillement maintenant, mais je vous assure que ça m'a vraiment choqué cette année-là. J'étais jeune à l'époque. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à maîtriser certains domaines de ce qu'on appelle la physique mathématique. Sauf que là où il me fallait quand même plusieurs heures pour assimiler certaines choses, moi j'avais des collègues à côté qui, sitôt le cours fini, avaient déjà tout compris. Et donc j'ai vite vu, alors évidemment les effectifs du DEA se sont effilochés au fur et à mesure de l'année, et à la fin il y avait quelques personnes qui restaient, et j'ai quand même moi assez vite compris que je ne pourrais pas continuer. Donc j'ai seulement continué dans les matières où je me sentais à l'aise, qui étaient relatives à l'astrophysique, la cosmologie, la physique des particules, mais pas les aspects très mathématiques, on va dire, pour simplifier. Et je me suis préparé pour faire un autre DEA l'année suivante. L'année suivante, j'ai fait un DEA d'astronomie à l'Observatoire de Paris. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé, heureusement pour moi. Ce qui n'empêche pas qu'il y avait certains cours, je me souviens d'un cours sur les groupes de Lie, où je ne comprenais pas grand-chose. Malgré tout, ça s'est bien passé. Et ensuite, quand j'ai dû choisir mon sujet de thèse, parmi les quelques sujets qu'on me proposait, j'ai pris un sujet où je me sentais à l'aise, où il y avait beaucoup plus de physique que de mathématiques, entre guillemets, parce que la physique sans les mathématiques, ça n'existe pas finalement. Et donc j'ai travaillé sur le milieu interstellaire, sur des choses qui sont vraiment de l'astrophysique. Et donc j'ai passé beaucoup de temps au Chili pour observer les étoiles, et je faisais ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on doit toujours appeler, de l'astronomie statistique. C'est-à-dire que c'est un peu le lien entre les astronomes qui observent les étoiles et ceux qui font de la théorie. Ce que je faisais essentiellement, c'était étudier la meilleure manière de traiter les données observationnelles qu'on a pour en tirer les maximums d'informations astrophysiques. Donc il fallait être rompu aux techniques d'observation, à l'observation astronomique, et puis connaître quand même la théorie qu'il y a derrière le fonctionnement des astres, des étoiles, des galaxies. Et ensuite, quand j'ai voulu faire ma bourse postdoctorale, j'ai choisi aussi un sujet où les mathématiques étaient finalement assez basiques, sauf à la fin, où je me suis engagé dans un domaine qui était très intéressant, où j'utilisais ce qui s'appelle la théorie de l'information pour essayer d'améliorer un système de l'Observatoire de Genève pour lequel je travaillais, un système photométrique. Donc j'essayais d'appliquer cette théorie qui avait été développée pour les télécommunications à l'époque, dans les années 50 je crois, pour essayer de mieux tirer parti des instruments et du système d'observation de l'Observatoire de Genève. Là aussi c'était mathématique on va dire, mais c'était pas des grandes mathématiques. Et si vous voulez, pour en terminer avec mon parcours d'utilisateur de mathématiques, j'ai surtout
était un utilisateur des mathématiques pour des problèmes physiques. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, quand j'ai quitté la recherche, il y a maintenant assez longtemps, je me suis repenché sur certains problèmes de mathématiques et je me suis rendu compte que finalement, les mathématiques, alors là je vais vous donner mon point de vue personnel, mais on peut avoir des points de vue différents. Hein. Je pense qu'on a tort, certaines personnes réduisent les mathématiques simplement à l'état d'outils pour décrire le monde. La physique, la biologie, bon. Alors, c'est vrai que c'est un outil, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et j'en veux pour preuve le fait que dans certains domaines de la physique ou de l'astrophysique, il y a quand même un lien fondamental entre le monde mathématique qu'on utilise pour décrire des phénomènes et finalement le monde physique qui se dégage de cette image mathématique. On a presque l'impression que c'est, alors je vais utiliser un gros mot, que c'est ontologique, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que l'essence même du monde, elle est complètement assimilable au monde mathématique, qui est pourtant un monde complètement abstrait. C'est très perturbant. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme vous savez que chaque fois qu'on a un café, je fais l'interlude. Je vous ai préparé un petit morceau dans l'interlude où je parlerai du seul domaine, on va dire, dans lequel je me sens vraiment encore à l'aise maintenant, après toutes ces années, c'est la relativité générale qui fait appel à la géométrie différentielle. Vous allez voir que c'est quand même assez incroyable. On parle d'un monde mathématique, on se dit que c'est une vue de l'esprit, et en fait, quand on fait des observations, on se rend compte qu'un objet mathématique intangible donne lieu à des mesures physiques qui sont bien concrètes. C'est très étonnant. Voilà. Alors, juste avant de passer la parole à Gauti, ce que je voudrais dire de ma vision des mathématiques, c'est que pour moi, on va dire qu'il y a deux façons d'utiliser les mathématiques. Il y a la façon qui est la suivante. On a un modèle physique, on a une explication d'un domaine quelconque, un domaine dans la physique, dans la biologie, même dans les sciences humaines, hein, et on veut faire des calculs. On veut obtenir des grandeurs, des valeurs, des quantités, et donc il faut faire des calculs. Et donc on doit développer des techniques de calcul. Ça, c'est une façon de faire des mathématiques. C'est pas forcément la plus passionnante. Mais il y a une autre façon aussi d'utiliser les mathématiques, c'est quand on n'a pas de cadre, on va dire, de physique, on n'a pas d'ensemble de lois pour décrire le domaine qu'on veut étudier, ou bien le cadre de loi qu'on a n'est pas satisfaisant, et à ce moment-là, on doit modéliser les observations qu'on fait, on fait appel aux mathématiques, et là, on va essayer de développer un monde mathématique qui va devoir aider à comprendre les phénomènes qui se déroulent dans ce monde qu'on veut comprendre, à comprendre les événements, le fonctionnement, les mécanismes qui sont à l'œuvre. Voilà. Et ça, c'est une manière qui est, je trouve, très intéressante d'utiliser les mathématiques et qui même sont tellement passionnantes qu'on pourrait même dire que les mathématiques sont... Certaines personnes disent que c'est un domaine scientifique à lui tout seul, hein. Et enfin, pour en terminer avec cette petite présentation, juste pour essayer de vous suggérer peut-être quelques questions quand on passera aux questions, et avant de passer la parole à Gauti, moi, il y a quelques domaines dans lesquels je trouve que c'est très intéressant d'étudier ce que nous apportent les mathématiques. C'est le hasard, parce que quand on dit le hasard, c'est ce qui n'est pas prévisible. Mais il y a deux sortes de hasard. Il y a par exemple en mécanique classique le chaos déterministe. On est incapable de prévoir l'évolution d'un système parce qu'il faudrait connaître certaines grandeurs d'une manière extrêmement précise, ce qui n'est pas possible, alors qu'une toute petite variation introduit des grands changements. Ça c'est un domaine que Poincaré, l'un des pères de la physique mathématique, a bien développé. Et puis il y a le hasard qui fait appel à d'autres mondes mathématiques, celui de la mécanique quantique,
qui est la physique de l'infiniment petit, où là, on a une indétermination qui n'est pas déterministe. C'est-à-dire que quand on utilise certains outils mathématiques pour faire de la physique de l'infiniment petit, on se rend compte que la nature a recours au hasard dans l'infiniment petit. Ça n'est pas qu'on ne connaît pas les variables qu'on voudrait étudier, c'est que ces variables n'ont pas de valeur déterminée. Elles évoluent de manière totalement due au hasard. Et ça, c'est deux domaines dans lesquels les mathématiques sont très importantes. Il y a aussi l'infini. Alors quand on dit l'infini, eh bien, de grands mathématiciens et de grands logiciens nous ont montré que, surtout un qui s'appelait Cantor, nous ont montré qu'il n'y a pas un infini, il y a une infinité d'infinis. Et ça, c'est aussi une question qui est très, très étonnante. Et puis, il y a aussi le nombre pi. Le nombre pi, pour tout le monde, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et puis son rayon. Sauf que dans certains domaines, le nombre pi apparaît et on ne sait même pas pourquoi. Par exemple, si vous jetez un ensemble d'aiguilles ou de clous par terre sur un plancher où vous avez des planches qui sont rectilignes, eh bien, si vous calculez une probabilité que les aiguilles tombent d'une certaine façon, dans le résultat, vous allez trouver le nombre pi. Alors que dans le problème, il n'y a aucun cercle. C'est très étonnant. C'est pas que vous trouvez quelque chose qui est presque égal au nombre pi, 3,14, etc. Non, c'est que vous trouvez le nombre pi avec sa valeur qui est ce qu'elle est. Vous savez que c'est pas un nombre comme un autre, comme beaucoup d'autres. C'est un nombre qui a une infinité de nombres après la virgule. Et enfin, il y a aussi une utilisation des mathématiques sur laquelle je ne suis pas du tout à l'aise, mais peut-être parmi vous, il y aura des gens qui pourront en parler, c'est les mathématiques appliquées aux sciences humaines. Et par exemple, la psychologie, la sociologie font un grand usage des mathématiques. Et quand je faisais de l'astrophysique, j'avais été surpris, j'avais fait de l'analyse multivariée. Quand on utilise des données multidimensionnelles, il faut faire ce type d'analyse. Et une grande partie des bouquins qui étaient écrits à l'usage des psychologues et des sociologues qui, eux, font un grand usage de ces techniques mathématiques. Donc voilà quelques pistes pour les questions que vous pourriez avoir envie de poser. Voilà, je passe la parole à Gaouti. Merci, bonsoir à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Gaouti Ansali. Je suis maître de conférence à l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Alors, je remercie un certain nombre d'étudiants d'être venus et ma collègue de mathématiques qui est aussi présente et qui pourra s'exprimer autant qu'elle le souhaitera. Alors, moi, je suis en tant que physicien, j'arrive, je dirais, plutôt à la fin de mon parcours. Et oui, non, mais je sais, hein, c'est l'après-retraite. On en arrive à un moment où on se pose la question de savoir pourquoi ça marche. Et au départ, on ne se pose pas ce genre de questions. On travaille, on traite les problèmes, etc. Et puis, c'est seulement avec un petit peu de recul qu'on commence à se poser la question de pourquoi ça marche. Alors, avec les autres membres de l'association, et en particulier notre président qui nous a quittés, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un café sur les mathématiques. Et dans le titre, on a mis « Les mathématiques sont-elles le langage de la science ?» Quand je dis « on », je suis en grande partie responsable de la chose. Et on s'aperçoit que finalement, c'était peut-être un petit peu prétentieux de mettre tout ça là-dedans. C'est-à-dire que les mathématiques, bon, en soi, on va en parler. Le langage, on pourrait faire un café entier sur les mathématiques sont-ils un langage, et les langages de la science. On pourrait faire un café entier pour pouvoir définir ce qu'est une science. Donc, finalement, la barre a été mise un peu haut. Je le reconnais, les mathématiques sont-elles le langage de la science ? Ça fait beaucoup. Alors,
moi, j'en vais revenir à des choses un peu plus... je vais être obligé de limiter un peu le contexte de mon propos. Pourquoi est-ce que les mathématiques marchent si bien avec la physique? Et ça, on peut se poser la question parce que ce n'est pas forcément une évidence. La physique, dans son essence, cherche à comprendre comment fonctionnent les événements de la nature. Pourquoi, si je lâche un caillou, il tombe? Pourquoi, si je le lance, il va tomber d'une autre manière? Pourquoi est-ce qu'un ballon gonflé à l'hélium va monter? Enfin, pourquoi les frères Montgolfier avaient réussi à s'élever au-dessus du sol? Ça, c'est essayer de comprendre les événements de la nature. Et il se trouve qu'il existe un moyen de l'exprimer, totalement abstrait, qui n'a pas besoin de la physique d'ailleurs pour exister, qui s'appelle les mathématiques, et qui décrit de manière extraordinairement pertinente ces phénomènes. Et c'est ce qui souvent fait utiliser le terme de langage mathématique. C'est quoi un langage? C'est une méthode symbolique pour représenter les choses. Si je dis ceci est un verre, ça ne marche que si, globalement, dans l'Assemblée, nous avons tous eu connaissance du même symbole, du même mot. On a fait un apprentissage. Et à un mot, on associe un objet. Les mathématiques traitent d'objets. Mais ces objets sont-ils réels et existent-ils? La plupart des mathématiciens vous diront que les objets sont réels, mais on peut avoir un doute quant à leur existence. Souvent, la plupart d'entre nous, on a été à l'école, et à l'école, la première chose qu'on nous apprend, c'est que les objets ont un poids qui les dirige vers le bas. Et souvent, on représente ça à partir d'une petite flèche. On a appris ça à l'école, la petite flèche qui est le poids. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, il n'y a rien dessous. Et pourtant, tout le monde voit la flèche. Donc, on est bien dans l'expression d'un langage. On utilise des mots pour représenter quelque chose symboliquement. Alors maintenant, est-ce que le poids existe? Ça se discute. Est-ce que c'est une représentation? Ça marche, on le comprend, mais est-ce que ça existe? Alors si on retourne, parce que moi j'aime bien faire un peu de philosophie des sciences, là aussi c'est généralement à la fin d'un parcours, c'est-à-dire que quand on a commencé à comprendre un petit peu ce qu'on essaie d'expliquer aux étudiants, moi je dis souvent, au début on enseigne comme on a appris, après on enseigne comme on a compris, et enfin on enseigne pour que les autres comprennent. C'est un peu la démarche qui me semble être le parcours juste avant la retraite. Et donc, si on regarde au cours de l'histoire, le premier vrai rapport qu'il y a eu entre les mathématiques et la physique, ça a été au niveau de Galilée. Alors, j'ai pris quelques citations. Alors, Galilée, dans L'Essayeur, c'est un ouvrage qu'il a écrit en 1623, XVIIe siècle. La philosophie est écrite dans ce livre gigantesque qui est continuellement ouvert à nos yeux. Je parle de l'univers. Mais on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à comprendre la langue et à connaître les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langage mathématique et les caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans laquelle il est impossible d'y comprendre un mot. Donc pour Galilée, en réalité, le monde et la compréhension du monde nécessite de comprendre le langage mathématique.
En gros, il sous-entend que le monde est mathématique. Il a été fabriqué comme ça. Et l'humain essaie de comprendre ces mathématiques-là pour comprendre le monde. Et puis, il y a un autre point de vue. Il y a le point de vue qui consiste à dire les mathématiques sont une création de l'être humain et l'être humain, avec son langage, crée une représentation du monde. Et c'est en particulier ce que proposait Kant, le philosophe, dans la critique de la raison pure. On est un siècle plus tard, 1781. Il commence à dire, lorsque Galilée fit rouler sur un plan incliné des boules dont il avait lui-même déterminé la pesanteur, alors une nouvelle lumière vint éclairer tous les physiciens. Ils comprirent que la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même, d'après ses propres plans, qu'elle doit prendre les devants, et les principes qui déterminent ses jugements, suivant des lois constantes, et forcer la nature à répondre à ces questions. Vous voyez que là, on inverse complètement le propos. On dit la nature doit se plier à notre compréhension, à notre représentation. Que cette compréhension de la nature ne dépend que de notre représentation. Et donc, on a toujours eu ces deux branches philosophiques et mathématiques qui disent, est-ce que l'univers est mathématique et l'humain essaie de décrypter les mathématiques pour comprendre l'univers, ou est-ce que nous sommes, nous les humains, les créateurs des mathématiques, et que l'univers est en fait contraint, pour être compréhensible, de suivre les règles que nous avons, entre guillemets, imaginées. Et cette dualité permanente, on le trouve dans tous les parcours des philosophies depuis Galilée. Et alors pour ceux qui voudront aller plus loin, j'ai piqué beaucoup d'idées à un physicien qui a pour moi un grand niveau de pédagogie, il s'appelle Étienne Klein. Et comme j'ai l'avantage de remplir le site internet, j'ai mis le lien sur une vidéo, pourquoi les mathématiques fonctionnent en physique. Et je voudrais compléter mon propos, en essayant de ne pas être trop long, mais parce que tout à l'heure, j'ai parlé de langage. Alors, quand on commence à regarder, quand on commence à s'informer, quand on commence à lire, je me suis posé la question, les mathématiques sont-ils un langage ? Ou est-ce que c'est une discipline, ou est-ce que c'est une science ? Et je suis tombé, par le plus grand des hasards, sur un colloque qui s'est passé au Collège de France, où il y avait d'éminents mathématiciens et d'éminents linguistes, et il y avait en particulier un spécialiste des neurosciences. Depuis quelques années déjà, on a identifié dans le cerveau les zones qui sont excitées lorsque nous utilisons le langage. On le sait parce que quand il y a eu des AVC, des choses comme ça, les personnes qui ont perdu le langage, eh bien, ce sont ces zones-là qui sont lésées. Et maintenant, on vous met dans une IRM et on vous dit des textes, par exemple, et il y a des choses qui s'éclairent, il y a des zones qui s'éclairent. Et ils ont essayé de faire la même chose avec les mathématiques. Donc, ils ont pris des mathématiciens professionnels et des mathématiciens amateurs, enfin, des étudiants, des gens, entre guillemets, normaux. Et ils ont essayé, parce que le problème, c'était d'essayer d'éviter les biais cognitifs. Parce que comment on fait pour... Et alors, ils ont imaginé donc des questions. Parce que quand on est dans une IRM, enfin, pour ceux qui ont eu l'inconvénient de devoir passer une IRM, en plus du cerveau, vous êtes immobilisé, vous ne pouvez plus bouger, donc on peut vous parler, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et donc, ils ont essayé de prendre une liste de questions, du style, par exemple, un théorème ou un truc,
Et là, tout de suite, le mathématicien professionnel, il y a des trucs qui s'activaient. Maintenant, si vous parlez de Pythagore, comme on est à peu près tous allés jusqu'au collège, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je crois qu'on a à peu près tous appris ça comme une récitation, donc on connaît à peu près tous. Et ils se sont aperçus que les zones activées n'avaient rien à voir avec celles du langage. Ce n'étaient pas les mêmes. Elles étaient à côté, mais ce n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et pourtant, parce que le problème, c'est que quand ils donnent le théorème, ils le donnent oralement. Donc ils se sont dit, pour que la personne comprenne le théorème, elle a accès au langage. Donc comment faire la différence entre la partie mathématique et la partie des trucs? Donc ils ont fait tout un tas de protocoles assez bien faits et qui montrent que finalement, il y a effectivement des zones spécifiques aux mathématiques. Alors, en gros, le mathématicien amateur, il éclaire une certaine zone quand on lui pose ses problèmes, même s'il ne les comprend pas. Et le mathématicien professionnel éclaire la même zone en plus éclairé. Voilà, en gros, ça clignote un peu plus. Et donc, à la question, est-ce que ça répond aux mêmes stimuli que le langage dans le cerveau? Visiblement pas. Par contre, les zones sont assez proches et il y a des études pour vérifier que ça produit des stimuli. Donc, il n'est pas complètement idiot de parler de langage mathématique. Et on peut se poser la question, et on pourra peut-être y revenir, de comment ça se fait que ça marche. Voilà. En particulier en physique. Voilà, maintenant je pense qu'on peut distribuer la parole. Si tu as quelque chose à rajouter. Oui, alors moi j'ai baigné dans les maths depuis la petite enfance, j'ai toujours beaucoup aimé les maths, parce que pour moi c'était une gymnastique intellectuelle qui était rassurante, soit c'était vrai, soit c'était faux, c'était quelque chose vraiment qui me plaisait. Et puis au lycée, la physique, ça m'attirait aussi, la physique, la chimie, mais il y a toujours une phase où je ne savais pas trop au niveau des modèles, au niveau de ce qu'on pouvait négliger, comment faire, etc. Et je me raccrochais toujours sur les maths. Les maths, c'était un point de vue rassurant. Et puis, j'ai choisi de continuer mes études dans les maths. Et ce que j'ai aimé, c'est que les maths, finalement, c'est des briques qui s'assemblent et on construit des briques sur des briques. Et tout est logique, en fait. Il y a les démonstrations qui sont là pour justifier que les résultats sont vrais. C'est tout clair, c'est rassurant. Alors qu'en physique, quand on essaye de comprendre les phénomènes, il y a une partie qu'on doit négliger. On ne sait pas trop pourquoi on néglige, pourquoi on a le droit de négliger. Si on n'a pas de vrai sens physique, je trouve que c'est très compliqué. Moi, je suis dans une école d'ingénieurs où le sens physique a vraiment beaucoup d'importance. Et je travaille de plus en plus dans le domaine de la physique, de la mécanique. Mais je me raccroche toujours aux maths pour essayer de comprendre ce que je fais et dire, oui, ce que je fais, ça va, c'est juste. Voilà. Donc pour moi, les maths, c'est vraiment un support pour me dire que je suis dans la bonne voie, que ce que je fais, c'est juste. Et finalement, en développant des outils mathématiques pour essayer de comprendre les phénomènes physiques, j'arrive à expliquer des phénomènes physiques. Et donc c'est assez étrange, il y a toujours ce mélange entre les maths et la physique. On ne sait jamais qui est le début de l'œuf ou la poule, c'est les maths ou la physique. Voilà, alors, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est essayer de comprendre un peu l'histoire des mathématiques. Pourquoi les mathématiques, elles ont été créées. Au tout début, c'est au moment des Sumériens, quand ils ont voulu commencer à compter leurs troupeaux. Ils ont commencé à faire des petits cailloux, les mettre dans des boules pour dire, voilà, moi j'ai tant de bêtes dans mon troupeau. Et puis quand il a commencé à y avoir des échanges, il a fallu casser les cailloux pour enlever des pierres de la boule. Du coup, ça a amené une écriture sur des tablettes, etc., etc. Et cette construction des mathématiques, je trouve qu'elle se fait de façon en complètement symbiose avec la nature et le monde physique en particulier, particulièrement au moment du développement du calcul intégral. Pour comprendre les phénomènes physiques de façon très très fine, il y a toute une théorie mathématique qui a été développée. Et cette théorie mathématique, finalement, elle s'est développée elle-même à part entière. Donc il y a toujours besoin d'une amorce
concrètes, que ce soit dans les sciences humaines, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans la physique. Et après, les mathématiques, elles s'autosuffisent, elles se développent. Et puis, à un moment donné, elles se reconnectent avec le monde réel. Et c'est sans arrêt un échange. Et voilà, et je trouve que pour moi, pour le moment, dans mon travail, la modélisation que proposent les maths, c'est une grande richesse et ça me permet de mieux comprendre le monde réel, effectivement. Donc, effectivement, dans mon travail, le côté langage est très important. Voilà la petite pierre que je voulais ajouter. Merci Françoise. Bon, je crois d'abord que je vais remercier Gaouti et Jacques parce qu'ils n'ont eu qu'une journée pour préparer tout ça. Mais bon, ils ont assuré. Alors maintenant, on va passer aux questions. Alors je vous rappelle, quand vous voulez poser une question, vous levez la main, je vous donne le micro et qu'on puisse enregistrer votre question. Quelle est la première question ? Voilà, oui, parce que personne. Moi, je ne sais pas si c'est une question. Enfin, si c'est une question débat, puisqu'en plus on est peu nombreux, donc on peut vraiment profiter pour faire une question débat. Si je me pose une question, en fait, je me demande si on ne confond pas mathématiques et modèles, parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme si on se disait, on veut faire une maison pour s'abriter, donc on a des briques, ça marche, donc on fait sa maison, puis la maison s'écroule, ça marche pas. En fait, c'est pas le problème des briques, c'est le problème de la maison comme on l'a conçue. Il y a des choses qui ne marchent pas, parce qu'effectivement, si on parle d'astrophysique, on voit très bien que les modèles, ça ne marche pas vraiment. La matière sombre, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas. J'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'il y a quand même des astrophysiciens qui se tapent dessus, en disant que tout ça, c'est un petit peu tordu, et que, je sais pas, on a trouvé la matière sombre, je crois pas, non. Donc voilà, donc il y aurait peut-être des choses, je sais pas, on pourrait parler là-dessus, puis je voudrais savoir aussi si les mathématiques ont... les mathématiques, la nature existe alors que l'homme n'existait pas. Nous, on a justement essayé de comprendre tout ça. Est-ce que le problème des constantes aussi, j'aimerais bien savoir, est-ce que de temps en temps, dans les mathématiques, est-ce qu'on rajoute pas des constantes justement pour des verrues, pour essayer que ça colle bien? J'aimerais bien, voilà, parce que si on prend une définition de la constante, je trouve ça intéressant. Dans Wikipédia, on voit les constantes. Il y a des constantes évidemment qui se mesurent, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont été faits? Et il y a le problème de l'erreur d'Einstein et tout ça, on pourra en discuter là-dessus, où on balance une constante pour que justement ça colle bien aux observations. Et est-ce que évidemment les mathématiques ne sont pas un petit peu sournoises et je suis exprès de dire, on fait de telle sorte que ça marche, en rajoutant quelques petites choses, en triturant un petit peu les équations pour que le résultat, ça colle pas trop mal avec l'observation, mais... c'est peut-être une petite arnaque, voilà, je m'amuse à dire. Alors, moi je pense que les mathématiques, dans ce cadre-là, elles permettent de construire un modèle et que c'est l'interaction avec les observations physiques qui permettent d'affiner le modèle. Et donc les constantes, elles se réajustent en fonction de l'adéquation du modèle avec les phénomènes physiques. Elles se réajustent, voilà. Mais ce qui est fait mathématiquement parlant, on peut dire que c'est juste, ça se développe intrinsèquement. Après, est-ce que ça cale avec la réalité? Voilà, il faut peut-être ajouter des termes pour que ça cale un peu mieux à la réalité. Alors après, on passe avec les sciences expérimentales où c'est la multiplication d'observations physiques, concrètes, qui permettent de valider un modèle. Mais le modèle, lui, il est purement mathématique. Alors, juste pour répondre rapidement à ce que dit David, alors effectivement, il y a dans la physique en général et pas seulement dans l'astrophysique, il y a beaucoup de questions qui se posent, en particulier sur ce qu'on appelle l'énergie sombre ou la matière noire, et ce sont des questions sur lesquelles pour le moment on n'a pas de réponse. Mais je trouve que c'est très exagéré de dire que je ne sais plus quelle expression tu as utilisée, parce que en quelques décennies, on a compris quelle est l'énergie qui fait fonctionner les étoiles,
comment il se fait que les galaxies ont l'apparence qu'elles ont, comment il se fait que les étoiles, les systèmes planétaires ont la structure qu'on leur connaît, pourquoi il y a de la vie sur Terre et pourquoi il n'y en a pas dans d'autres endroits, tels qu'on la connaît, la vie en tout cas, quelles sont les trajectoires des objets, on est capable d'envoyer une sonde interplanétaire avec une précision extrême très très loin. On a compris beaucoup de choses, on a même compris comment se forment les étoiles, comment elles meurent, entre guillemets, et quel est ce cycle qui fait que, en fait, nous sommes, nous, fabriqués par de la matière qui s'est faite un jour dans les étoiles, et pour certaines matières qu'on a qui se sont faites lors d'explosions d'étoiles. On a compris beaucoup de choses, mais évidemment, on n'a pas tout compris, et tant mieux. Comme ça, les scientifiques ont vraiment du grain à moudre. Et sur les constantes, alors tu as parlé de la constante, l'erreur d'Einstein, qui finalement n'est peut-être pas une erreur. Le problème, et d'ailleurs je rejoins ce que disait Françoise, en fait le problème de ce type de problème avec les constantes, c'est pas tant un problème mathématique qu'un problème physique. Parce que par exemple, on ne comprend pas ce qu'est l'énergie. Enfin, on parle d'énergie sombre. Est-ce que c'est une énergie ? La réalité des choses, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi l'expansion de l'univers, qui a longtemps ralenti et qui était censée continuer à ralentir, elle réaccélère depuis quelques milliards d'années. On ne comprend pas. Et finalement, si on garde la constante qu'Einstein avait imaginée et qu'il avait ensuite éliminée, eh bien, il y a deux façons d'expliquer cette constante. Soit elle est du côté, dans l'équation, soit c'est de la géométrie, on a mal compris la géométrie de l'univers, soit elle est du côté de l'énergie, on va dire, et de la matière, et c'est comme ça qu'on dit que c'est peut-être une énergie sombre, une énergie qu'on ne voit pas, on ne comprend pas ce que c'est. Mais c'est pas sûr que ce soit ça. Peut-être que c'est du côté de la géométrie de l'espace-temps qu'il faut chercher l'explication. En fait, avant de parler d'énergie sombre, il faut comprendre le phénomène. Et donc, avant de comprendre le rôle de la constante, il faut comprendre ce qui se passe physiquement. Et parfois, le problème, il n'est pas tant de vouloir faire en sorte que les mathématiques collent avec la physique, c'est de comprendre le phénomène. C'est plus juste, à mon avis, d'exposer les choses de cette manière. J'écris parce que sinon j'oublie, mais ça va un peu compléter ce que tu disais. Si les mathématiques sont le langage des sciences et que les sciences servent à répondre à des questions, pensez-vous que ce langage, les maths, peut répondre à toutes les questions ? Alors, un langage, si on dit que les mathématiques sont un langage, c'est comme de dire, est-ce que le français répond à toutes les questions ? On exprime quelque chose avec. Alors, l'avantage des maths, c'est un peu comme les mots, on n'a pas besoin forcément les mathématiques peuvent vivre sans la physique. Les mathématiques peuvent, en tant que langage, peuvent se développer sans qu'on pense forcément à une application ou à des réponses à des questions. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les physiciens qui, faute de mieux, utilisent les mathématiques pour essayer de décrire les phénomènes qu'ils essaient de comprendre. Et de fait, forcément, il y a des questions où nous n'avons pas de réponse, mais que ce soit au niveau de la physique, comme de la philosophie ou comme de bien d'autres choses. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une problématique du langage. C'est une problématique de est-ce que nous pouvons avoir accès à certaines choses ? Peut-être, peut-être pas. Alors effectivement, là où parfois, ce que tu disais David, c'est on a l'impression de bidouiller un peu. Alors, le bidouillage, je reconnais
c'est plutôt les physiciens. Les mathématiciens, ils font des mathématiques, entre guillemets, propres. C'est-à-dire que eux, les mathématiques, comme l'a dit ma collègue, souvent c'est quelque chose qui est basé sur la logique, qui est basé sur la symbolique, qui a des règles. Et en réalité, c'est comme si vous écrivez un texte, vous n'avez pas besoin de l'histoire. Le texte peut se suffire à lui-même. Maintenant, le physicien, il s'est aperçu que pour exprimer certaines choses, il n'y avait pas mieux. Parfois même, il se pose la question de comment ça se fait que ça marche. Mais le fait est qu'il n'a pas trouvé mieux pour exprimer ce qu'il veut observer. Par contre, il y a des moments où ça colle pas bien. Donc, c'est parfois lui qui arrange les trucs pour que ça colle, que ça colle bien avec ce que parfois les mathématiques disent. Non mais attends, et ça c'est pas mon problème. En réalité, c'est pas leur problème. C'est une réalité. Donc, par contre, il y a une chose qui est importante, c'est quand on parle de modèle, c'est qu'il y a beaucoup de découvertes qui sont contre-intuitives. Comme disait Galilée, il faut aller parfois contre sa propre raison. Nous avons une représentation du monde et des choses qui est liée à notre vécu et à nos intuitions. Typiquement, quand Galilée a démontré qu'un corps lourd tombait à la même vitesse qu'un corps léger, c'est totalement, à l'époque où il l'a présenté, et même aujourd'hui, franchement, je fais une boule de papier, je prends une boule de pétanque, et je vous dis et je vous affirme que dans le vide, les deux boules vont tomber à la même vitesse et en même temps. J'ai précisé, j'enlève l'air. Bon. Mais déjà, imaginez qu'à l'époque de Galilée, on levait l'air, comme on ne savait pas ce que c'était que l'air, voyez, donc déjà, ça vous demande un certain niveau d'abstraction. Mais si je vous dis ça, ça va à l'encontre de toutes vos intuitions et de toutes vos sensations. Et pourtant, par une démonstration, et en plus, ensuite par la représentation mathématique, on peut le prouver. Enfin, on peut le prouver. On peut, dans la représentation, montrer que ça marche. Et pourtant, c'est totalement antinaturel. Donc, les mathématiques ont cette capacité, parce qu'elles modélisent et qu'elles ont leur vie propre, de dire des choses que notre intuition ne pourra pas imaginer au départ. On ne va pas le sentir, c'est contre-intuitif. Et comme le disait Galilée, et ça a été bien repris ensuite, parfois il faut penser contre soi-même quand on fait de la physique et quand on fait des mathématiques pour la physique. Juste un mot pour répondre à Alexandre. Alors moi je répondrais carrément non. Non, les mathématiques ne peuvent pas avoir réponse à tout, et ça a été prouvé, ça a été démontré par un grand logicien qui s'appelait Gödel, et qui a montré, c'est d'ailleurs assez étonnant sa démonstration, ça fait appel aux travaux du spécialiste de l'infini, Cantor, entre autres. Mais Gödel a démontré qu'il existe dans tout système axiomatique, on va dire, tout système où, si vous voulez, vous avez un ensemble de règles qui sont cohérentes entre elles, un système physique ou les mathématiques, il a démontré que il n'existe aucun système qui soit parfait, parce qu'il a prouvé par une démonstration qui est vraiment infaillible qu'il existe forcément des propositions indécidables. C'est-à-dire qu'il existe des questions auxquelles on ne pourra pas répondre, ni oui ni non. Et c'est vraiment, c'est certain, cela signifie que, en tout cas, pour ce qui concerne la modélisation mathématique de la nature, il y aura toujours des questions pour lesquelles on ne sera pas capable de donner une réponse. Et sa démonstration, elle est vraiment, elle est imparable. Voilà. Donc, la réponse est non. Les mathématiques ne donnent pas réponse à tout.
questions? Non? Ben, Alors, je suis aussi cinéphile. Et bon, si on va dire que le monde est mathématique, parce qu'on peut tout calculer, est-il possible de créer un monde à nous, entre guillemets, Matrix? Alors, en gros, c'est la réponse de Kant. Oui, notre pensée crée le système. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Là, c'est une question qui est plus philosophique qu'autre chose. Je vais reprendre, parce que souvent, d'ailleurs, on se pose la problématique de qu'est-ce qui est vrai? Souvent, c'est d'ailleurs une question qui est plus philosophique que physique. Si vous prenez un objet mathématique, alors un objet mathématique, bon, qu'est-ce que ça peut être? Je prends un triangle. Triangle, c'est un objet mathématique. Bon, dans cet objet mathématique, est-ce qu'il est réel? Et est-ce qu'il existe? Parce que, alors, les mathématiciens, enfin, tu me contrediras peut-être, mais généralement, les physiciens et les mathématiciens disent que les objets mathématiques sont réels, mais ils n'existent pas. Alors, si vous regardez l'étymologie d'exister, c'est qui sont présents dans l'espace et le temps. C'est ça, exister, hein, ex-sister. Alors que, donc, un objet peut être réel, un triangle, tout le monde peut dire que cet objet a représente quelque chose. Et en même temps, il n'existe pas dans l'espace et le temps. C'est une vue de l'esprit. Donc, si notre vue de l'esprit crée un monde complet, Sartre disait « cette histoire est vraie puisque je l'ai imaginée ». Donc, à un moment donné, on peut toujours être dans cette démarche-là. Alors, pour revenir à Goebbels, c'est assez amusant parce que ce dont mon collègue parle, c'est une démonstration célèbre qu'on apprend quasiment systématiquement quand on va en prépa. C'est un théorème assez célèbre chez les mathématiciens, ceux qui font des mathématiques. Et j'ai appris assez récemment, puisque justement c'était une question assez pointue, que dans la phrase qu'avait énoncée Goebbels, c'était pas tout à fait la même chose. Il disait, alors dans sa phrase à lui, hein, qui a ensuite été traduite différemment, alors il parlait d'axiomatique et tout, mais je vais essayer de vous donner une comparaison qui sera peut-être plus claire. Il disait, on peut toujours avoir une proposition vraie, mais elle n'est pas démontrable dans le contexte où je me mets de mon action. Alors, pour faire une analogie, vous allez dans un tribunal, il y a un jugement. Donc, les jurys observent les pièces à conviction. Compte tenu des pièces à conviction, ils vont pouvoir dire que telle chose est vraie compte tenu des pièces à conviction qu'ils ont. Cependant, vous pouvez très bien imaginer qu'il puisse y avoir des choses vraies qui se sont passées dans l'événement qu'on considère, dont ils n'ont pas de pièces à conviction, et donc dont ils ne peuvent pas faire la preuve. Donc la chose, tu regarderas, c'est assez intéressant comme point de vue, quelque chose qui n'est pas démontrable, une proposition peut être vraie
sans qu'elle soit démontrable dans le contexte où on est, c'est-à-dire celui du tribunal. Parce qu'on n'a pas les pièces à conviction ou l'ensemble des informations nécessaires. Donc, toute la problématique, là, c'est la problématique du concept Matrix, est-ce que nous vivons vraiment ou pas, ou est-ce que nous sommes que dans une représentation? Ça, c'est plutôt Kant qui était dans cette idée-là, et qui disait, mais en fait, ce que nous conceptualisons, on doit arriver à faire en sorte que la nature puisse démontrer que nos concepts soient bons. Oui, juste pour ce dont tu parles, c'est pas ce dont je parlais. Je parlais pas des mêmes travaux de Cantor. Et en fait, justement, ton exemple du jury, c'est pas du tout celui sur lequel on se repose pour dire qu'il existe des propositions indémontrables. En fait, et c'est vraiment, ça fait appel à la notion d'infini. Dans la démonstration de Gödel qui repose sur ce qu'on appelle la diagonalisation de Cantor, vous considérez que vous avez un ensemble infini de lois, de règles. Je vais simplifier. Hein. Vous avez un ensemble infini de lois et de règles. Et on montre que vous pouvez toujours construire un ensemble de règles qui n'est pas contenu dans celui qui était considéré comme infini. Donc ça veut dire que même quand vous dites « j'ai tout ce qu'il faut pour expliquer quelque chose, j'ai tous les ensembles de règles », eh bien il y en aura toujours une qu'on peut imaginer, qu'on peut construire, qui n'est pas dans cet ensemble de règles. Donc ça veut dire que vous aurez toujours des phénomènes que vous ne pourrez pas expliquer par votre ensemble de règles, qui est pourtant infini. Donc là, les histoires des preuves qui n'étaient pas contenues, ça saute. Et cette démonstration-là, elle est vraiment elle est fascinante. Et quelque part, d'ailleurs, ça a été un choc pour certains scientifiques, parce que ça voulait dire que quelque part, on devait renoncer à ce qui était apparu il y a déjà quelques siècles, où on considérait qu'on avait tout compris, la physique était finie, il n'y avait plus rien à trouver. Alors là, vraiment, ça a affiché un sacré coup. Et c'était à peu près au même moment que la relativité d'Einstein, la restreinte et la générale. Mais vraiment, il existe des propositions pour lesquelles on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et alors pour les étudiants de Gauty, alors pour regarder diagonalisation de Cantor et Gödel, vous allez voir, la démonstration, elle est imparable. C'est très étonnant. Ah ben, ouais. Là, j'ai l'impression que vous êtes... alors, ma première question, c'est si c'est un langage, c'est qui parle à qui? Voilà. Oui. Avez-vous conscience déjà qu'avec le mot objet, vous avez perdu une partie des gens, enfin des enfants, puis peut-être des étudiants, enfin collégiens? Un objet, tout à l'heure, un objet, le triangle. C'est un objet qu'on ne pourra pas toucher. Pour autant, pour le commun des mortels, est un objet, c'est quelque chose que l'on peut toucher. Donc déjà, le langage, le français, va déjà poser des problèmes lui-même. Et après, la troisième question, c'est si c'est un langage particulier, qui sont les interprètes? Qui apprend à parler la langue? Est-ce que ce sont les professeurs de maths? Est-ce que ce sont les professeurs de physique? Est-ce que ce sont les professeurs d'SVT? Et moi, je me suis retrouvée ce matin avec une jeune qui m'a montré son cours de maths de 5e, dans lequel il y avait des questions de proportionnalité, de coefficients, de classe, de calcul. Enfin, il y avait une somme de vocabulaire extrêmement abstrait. Je ne sais pas comment elle pouvait accéder à ce que le professeur voulait lui faire acquérir, déjà parce que la langue allait lui poser problème presque à un terme sur deux. Voilà. Donc, est-ce que c'est la langue des sciences? Mais alors, qui parle cette langue? Alors, j'ai prêché pour ma paroisse, hein, mais vraiment. Alors, qui parle à qui? Aujourd'hui, dans le système scolaire français, on fait du calcul à peu près en même temps qu'on apprend à lire et à écrire.
Donc je dirais tout le monde parle à tout le monde, puisque on l'apprend dès la primaire. Hein. On apprend à lire, écrire et compter. Or, depuis Pythagore, les mathématiques sont considérées comme les nombres, les choses comme ça. Alors, je peux vous dire, Pythagore, les pythagoriciens disaient l'essence des choses est le nombre doté d'une signification transcendante et symbolique. Tout s'explique par le nombre. Chaque être étant un rapport harmonieux se définit par un nombre particulier. Donc les pythagoriciens, ils étaient complètement obnubilés, et c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien que dans notre système d'enseignement public, eh bien, le calcul est mis à peu près au même niveau que le français dès le plus jeune âge, quasiment à la primaire. Alors, quand on apprend à faire du calcul, on apprend les additions, les soustractions, puis après on apprend les fractions. Et le problème, c'est qu'après, on essaye de donner une représentation de ce que c'est aux gens. Donc, j'aurais tendance à dire, les mathématiques, c'est comme apprendre les mathématiques pour les tout petits, c'est comme apprendre l'anglais en même temps que le français. Hein. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Alors, je ne dis pas qu'on ait vu en France le niveau qu'on a en anglais. Je ne suis pas sûr qu'on ait un niveau de réussite extraordinaire. Mais ceci étant, on l'apprend dès la primaire. Donc, j'aurais tendance à dire c'est tout le monde pour tout le monde. Ensuite, c'est toujours pareil, la représentation symbolique. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Et tout le monde ne va pas au même niveau. J'ai des amis qui font de la philosophie, je comprends la moitié des mots qu'ils utilisent. Parce qu'ils ont un vocabulaire, ils ont des techniques de raisonnement et d'argumentation, ils font de la rhétorique. Je ne suis pas toujours sûr de bien comprendre ce qu'ils sont en train de m'expliquer. Donc voilà, à un moment donné, les différences se font et se créent, entre guillemets, parce que nous sommes un peu tous différents et nous sommes un peu tous sensibles de manière différente aux choses. Maintenant, quand on parle des objets, je rappelle ce que j'ai dit, c'est des objets qui sont réels, mais qui n'existent pas. Voilà. Le concept de réel, c'est tout ce que... c'est pas forcément quelque chose qu'on peut toucher. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qui n'existe pas dans l'espace et le temps. Donc du coup, l'exemple du verre, le verre, c'est quelque chose que je peux toucher dans l'espace et le temps, qui existe dans l'espace et le temps. Mais un objet que j'imagine n'existe pas forcément dans l'espace et le temps. Il y a un exemple qui est assez connu, c'est la sphère. La sphère, la plupart d'entre nous, on le conçoit, l'objet mathématique. Alors la définition est simple, ça c'est plutôt les platoniciens qui disaient c'est facile à décrire, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un point unique. Bon, normalement, avec cette définition, si on a je dirais le niveau de français suffisant, ensemble de points qui sont à la même distance d'un point unique, on peut se représenter une sphère. À condition d'avoir, comme je dis, les règles classiques du français. Mais la sphère, donc ensemble des points, alors les points, ce sont des endroits géométriques, c'est des endroits dans l'espace. Ensemble des points qui sont à la même distance d'un seul point. Donc ça crée une sphère. Eh bien, la sphère, la vraie sphère, n'existe pas dans la nature. Il n'y a absolument aucun objet absolument sphérique sur Terre. Ni d'ailleurs dans l'espace. Ils sont déformés, ils ont des trucs, mais la sphère n'existe pas dans le monde, n'existe pas. Par contre, c'est un objet qui, parce que, c'est ce que disait Platon, parce qu'on peut le définir, est réel. Donc après, on revient toujours au syndrome Matrix.
est-ce que le monde réel est celui... Est-ce que le monde n'existe que parce qu'on peut le décrire? Ou est-ce qu'il existe en tant que tel? Ça, c'est des questions où les philosophes se sont crêpés le chignon pendant des siècles. Ils ont espéré à un moment donné que les mathématiciens allaient pouvoir y répondre, mais comme c'est une question philosophique, les mathématiciens leur ont dit « Écoute, c'est pas notre problème ». Et puis, tout le monde est rentré chez soi. Mais in fine, la représentation mathématique est aussi réelle que les autres représentations de langage. C'est-à-dire que si je dis il existe enfin, je te parle d'un verre bleu, la plupart d'entre nous le voient, et pourtant il n'est pas nécessaire qu'il existe. Donc, finalement, est-ce que pour parler d'un verre, il faut pouvoir toucher le verre? Non. Donc, un objet mathématique est au moins aussi réel qu'un objet physique. Ça me fait penser un peu à l'optique où en fait on a les images réelles et les images virtuelles. C'est assez drôle parce qu'en fait c'est vrai que c'est pareil. En fait, une image réelle, on sait très bien qu'une image réelle, en fait, elle est réelle que si on peut la projeter sur un écran. Elle est dans son espace image et que si elle est virtuelle, justement, elle n'est pas dans son propre espace, elle est dans l'espace objet. Et du coup, elle est virtuelle. Mais ça me fait penser, on se retrouve dans le même concept au niveau de l'optique. C'est drôle. Mais justement, en fait. On a une représentation, mais c'est la représentation, c'est nous qui voyons, parce qu'on parlait d'un couleur vert, mais on sait très bien qu'en fait tout ça, ça n'existe pas, la couleur n'existe pas, c'est une représentation de notre cerveau. Tout ce que l'on voit en fait, c'est notre cerveau, c'est nos yeux, on a des yeux qui ont une particularité, notre cerveau qui analyse tout ça. Tout ce que l'on voit, c'est ce que, en fait, c'est l'évolution de la nature qui nous a fait de telle sorte qu'on voit d'une certaine façon, puisque les animaux ne voient pas de la même façon. Donc en fait, parler d'un réel, le réel pour nous, êtres humains, qui n'a rien à voir avec le réel qu'on voit une mouche. On voit très bien qu'une mouche voit complètement différemment, elle voit beaucoup plus rapidement les gestes que nous, enfin, etc. Chaque animal a sa particularité. Donc parler de réel, c'est assez particulier. On a créé les mathématiques pour essayer que ça colle par rapport à ce que nous voyons nous, mais ce que nous voyons nous, déjà, c'est en fait l'évolution de la vie qui a fait qu'on a été en effet de telle façon qu'on voit à notre manière à nous. Le réel, par définition, n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens de parler de quelque chose de réel. C'est une interprétation de notre vision d'humain. Juste pour... en fait, à mon humble avis, vos deux points de vue, de Gaouti et de toi, David, sont complémentaires, quelque part. Et là, finalement, qu'est-ce que ça veut dire réel? Parce que, par exemple, un physicien, il va souvent avoir recours à ce qu'on appelle l'espace des phases. C'est-à-dire que sur une représentation, sur un graphique, il va positionner des points dont les coordonnées seront données non pas seulement par la position, mais la position et la vitesse. Bon, c'est quelque chose qui n'a aucune réalité physique concrète, mais c'est une réalité au niveau de la représentation de ce qu'on observe. Et ça va servir à trouver un grand nombre de caractéristiques de ce qu'on étudie. Donc c'est réel parce que ça correspond à des choses réelles, mais c'est un espace mathématique qu'on ne peut pas visualiser. Et simplement, je pense que quand Gaouti parle du réel, il parle de choses qui existent, qu'on peut concevoir, mais pas forcément qu'on peut visualiser, qui ont une existence concrète. Hein, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Gaouti, mais le réel, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut voir. Donc quand une mouche voit quelque chose, elle le voit certainement pas comme nous. Mais là, on parle de ce qu'on voit, et encore une fois, il y a une différence entre ce qu'on voit et ce qui existe. Et ce qui existe, on peut le voir de différentes manières. Et en plus de ça, ce qui existe, c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on peut concevoir, à mon avis. Hein.
J'y vais. Hein. Plus je vous écoute, plus j'ai l'impression, pour moi, que ce langage mathématique, pour moi, c'est une langue complètement étrangère. Ça me fait le même effet que lorsque j'ai appris l'anglais, l'italien, qu'après j'ai voulu apprendre d'autres choses, parce que ça me plaît d'apprendre des langues étrangères, mais j'ai pas besoin de ce langage mathématique dans ma vie de tous les jours. Je cherche pas à savoir tout ce que vous expliquez, comment ça se fait, pourquoi. Non, ça ne m'intéresse pas du tout, et ce langage, je l'ai absolument pas. Je suis complètement hermétique à ce langage. Ça me parle pas du tout. Je voudrais rajouter quelque chose. Parce que j'ai la même expérience douloureuse que madame. Je détestais les maths. Quand je suis allée en terminale, je suis allée en philo. Et bon, je comprends rien aux maths. Mais vous êtes en train de faire une discussion philosophique sur le réel, l'existence, Kant, etc. Et là, je comprends bien. Et contrairement, effectivement, je sais très bien que les mathématiques gouvernent ma vie quotidienne, absolument. Je ne sais pas comment m'expliquer plus. Voilà. Que je n'aurais même pas d'ordinateur, même pas de table, même pas. Mais je venais juste pour, en étant nulle en maths, je ressortirais nulle, et je m'aperçois que heureusement, les mathématiciens peuvent faire de la philosophie. Pour moi, c'est l'essentiel. Merci. Alors, on peut être passionné par le mandarin et jamais aller en Chine. Donc, en fait, c'est l'exemple que tu es en train de me donner. On peut se passionner pour telle ou telle langue et ne pas l'utiliser. Ça, je trouve tout à fait normal. Et là où je rebondis sur ce qu'a dit madame, c'est qu'en fait, les mathématiques contiennent des mécanismes qui sont des mécanismes intellectuels qui sont éminemment... Alors, est-ce qu'ils préexistent à la nature ou est-ce qu'ils sont liés à l'humain? On n'arrive pas à répondre à cette question, mais qui sont permanents. C'est par exemple la logique. Même si tu n'es pas, je dirais, client des mathématiques, la logique, tu l'utilises dans ton quotidien. La séquence de faire une chose après une autre, parce que si tu le fais celle d'avant, ça va pas aller. Mais tout ça, c'est consubstantiel aux mathématiques, comme c'est consubstantiel à la philosophie. C'est-à-dire que c'est les mécanismes de la discipline qui font qu'elle existe indépendamment de notre usage et de notre utilité. C'est qu'elle l'est parce que, je veux dire, quand tu découpes une pizza en faisant des parts à peu près égales, bah, tu fais des proportions. Ouais, mais bien sûr, justement, tu t'aperçois qu'elles sont rarement égales, mais tu en as conscience. Alors, ça ne va pas changer le goût de la pizza, si ce n'est que certains vont dire « mais cette portion est plus grande, donc c'est celle-là que je veux ». Mais en dehors de ça, paradoxalement, dans notre vie quotidienne, c'est extrêmement présent. Quand j'ai regardé ce colloque, et j'ai mis le lien d'ailleurs, vous pourrez le regarder, du neuroscientifique qui parlait du langage, il a montré une espèce un coquillage dans lequel un humain, il sait que c'est un humain parce qu'aucun animal ne le fait, il traçait des parallèles et des diagonales. Il faisait des croisés, des croisillons. Et ils ont daté le coquillage, il avait 540 000 ans. Donc c'était l'Homo erectus, c'était pas le sapiens, c'était pas l'homme moderne.
c'était l'Homo erectus. Donc à 540 000 ans, il y a eu déjà un homo qui a tracé des parallèles et des diagonales. Pourquoi? Peut-être c'était parce qu'il trouvait ça joli ou truc, mais les parallèles, ça n'existe pas dans la nature, en vrai. Donc il les a grattés. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il lui a pris pour faire ça? Je veux dire. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que chez l'humain, parce qu'on ne le trouve pas chez les animaux, est-ce que chez l'humain, il y a ce sens intrinsèque de la géométrie, de l'algèbre, puisqu'il a commencé à compter. Alors, on commence à comprendre, parce qu'on fait des neurosciences même sur des animaux, qu'ils sont sensibles à des sons, qu'ils sont sensibles à des trucs, qu'ils sont même sensibles d'une certaine forme à des langages, au langage. Mais par contre, ils sont relativement imperméables à la géométrie et au nombre. Et les humains, ils sont sensibles. Alors, c'est quoi? C'est l'œuf et la poule, j'en sais rien, mais c'est un fait. Nous avons ça. Et du coup, il n'est pas étonnant que, et si nous avons ça, alors pourquoi? Parce que je ne pense pas que la géométrie soit une compétence qui nous permette de survivre. Par contre, il y a une chose qui nous a permis de survivre, c'est la balistique. La balistique, quand on lance un objet sur quelque chose, assez rapidement, ceux qui ont maîtrisé la balistique ont survécu par rapport à ceux qui ne le maîtrisaient pas. Non mais, il faut être clair. Si on raisonne sur le principe darwinien, celui qui maîtrise la balistique, c'est-à-dire il prend un caillou, il le balance sur un autre et il ne loupe jamais son coup, il a un sens inné de la balistique. Nous avons tous été gamins, on s'est tous trouvés devant un billard, et on est plus ou moins bon, mais on comprend intuitivement comment ça marche. Et pourtant, quand on fait de la mécanique du billard, je vous garantis qu'il y a de quoi noircir des plages. Conservation de la quantité de mouvement, de l'énergie cinétique, moment cinétique, frottement, machin. Je peux vous dire, la modélisation du billard est tellement complexe que d'ailleurs, on n'arrive pas à faire un robot qui joue mieux qu'un être humain. Et vous prenez un gamin de 12 ans, vous lui donnez un billard avec une canne, et ben il va vous faire des choses. Il va pas être un super joueur, mais il va vous faire des choses que pratiquement, si on imagine ce qu'il faut derrière, alors pourquoi on l'a? Voilà. Est-ce qu'on l'a appris à l'école? Non. Parce que, bon, quand j'ai dit balistique, il y en a qui ont dit, mais de quoi il nous parle? Alors, ça vient des Romains, hein. Baliste, c'était une machine de guerre qui lançait une espèce de grande flèche. Et ils ont compris qu'en fonction de l'orientation et de la hausse, ça tombait toujours au même endroit. Et puis après, il a fallu attendre un petit physicien bien connu de la population qui s'appelle Isaac. Enfin, parce que entre physiciens, on s'appelle par son prénom, hein. Plus connu sous le terme de Newton, qui a imaginé que, avec un poids, avec une force, une lancée et une loi qui est totalement inimaginable intuitivement. Et ben ça marche à tous les coups. Et c'est absolument fabuleux. Ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que on peut prédire la chose. Et ça, c'est quand même un petit peu... à mes étudiants, souvent, je sors la phrase célèbre d'un certain Archimède, et celui de la baignoire. Comme je dis souvent, Archimède, il a fait deux choses. Il a fait pourquoi le glaçon il flotte dans le whisky, ce qui à mon avis est le truc le plus important. Et il a fait ensuite le théorème du moment,
plus connu sous le premier vrai slogan de physique que je connaisse. C'est le genre Just Do It de chez Nike. C'est « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». C'est un slogan, ça. « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». Et comme je dis souvent, comment ? Ou un point d'appui. Bon, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Et de deux choses l'une. Soit la personne était extraordinairement prétentieuse, ce qui n'est pas impossible. Soit ce slogan représente quelque chose. Et ce qu'il avait compris, c'est ce qu'on appelle le théorème des moments, c'est qu'effectivement, si on a un bras de levier suffisamment long, on peut soulever quelque chose qui est énorme. Donc, il n'avait pas besoin que des gens soient capables de le fabriquer, puisque sa phrase dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Donc, en réalité, il était sûr que si un jour on était capable de faire la machine, ça marcherait. Et c'est ça, je dirais, l'apport du modèle par rapport à simplement la construction empirique. Parce que si vous prenez, si à un moment donné, il y a un arbre qui vous tombe dessus et que vous devez le truc, au départ, vous essayez de soulever, la branche casse, vous le faites une fois, deux fois, trois fois, et vous dites à celui qui est sous l'arbre, désolé, mais je vais me casser. Parce que, alors que si vous dites, en fait, il existe un système, techniquement, c'est possible, vous allez vous acharner. Ou vous allez appeler les gens pour essayer de faire un truc. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à faire des machines, c'est comme ça qu'on a commencé à... C'est parce que le modèle était tellement... pouvait prédire ce qu'on arriverait à faire, qu'on s'est dit, ok, alors essayons. Par contre, si on reste que sur l'expérience, le vécu, il y a des tas de choses qu'on n'aurait jamais faites, ou qu'on ne ferait jamais. Et d'ailleurs, des animaux qui lancent des objets pour se défendre ou pour se battre, moi j'en connais pas beaucoup, même chez les primates. S'ils ont réussi à trouver, ils ont trouvé les bâtons, les trucs, mais lancer les objets, il y en a très peu. Alors je ne sais pas si on m'entend, moi je vais partir pour une question d'un certain constat. C'est qu'on parle de mathématiques comme un langage, mais quand on fait une faute en mathématiques, pour certaines personnes, c'est pas grave. Alors qu'une faute en français, ça choque. Alors que, c'est ma conception, mais parfois une faute en français ne change pas du tout le sens, ce que l'on veut dire, le fond. Alors que c'est souvent le cas en mathématiques. J'ai l'impression que les maths sont sacralisées, que c'est difficile d'accès. Et je me pose une question, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec cette sacralisation entre le niveau de maths qu'on a dans notre pays et est-ce que ce n'est pas ça qui rend les maths difficiles d'accès et est-ce que c'est ce qui fait peur par rapport aux maths? C'est un bac philo, ça, non? Alors, c'est toujours pareil. On a un système d'enseignement qui met en avant un certain nombre de domaines, de matières. Après, on peut toujours se poser la question de pourquoi on appuie plus là-dessus que dans d'autres domaines. Alors après, très honnêtement, c'est vrai que les mathématiques, comme je le disais tout à l'heure, on l'enseigne dès la primaire. Donc ceux qui ne sont pas forcément sensibles, ça leur coûte, voire ça les gêne, voire ça peut les bloquer. Mais on fait ça dans presque toutes les matières. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui on impose systématiquement l'anglais? Très honnêtement, on parlait
parlait d'Einstein, d'autres. C'est des gens qui publiaient dans leur langue naturelle. Einstein a tout publié en allemand. Et d'ailleurs, il fallait aujourd'hui encore, on a du mal à trouver des traductions correctes de ces publications. J'avais vu une fois dans un reportage deux personnages assez connus. Il y en a un qui s'appelait Pasteur et l'autre qui s'appelait Koch, ou Koch, ça dépend comment on prononce, c'est allemand. L'un travaillait sur la rage et l'autre travaillait sur le bacille de Koch qui était sur la tuberculose. Et ils se détestaient copieusement. Et quand ils allaient dans les congrès internationaux, ils s'envoyaient des insultes, mais comme l'autre ne comprenait pas la langue en question, c'était pas si grave que ça. Et pourtant, ils allaient dans les mêmes congrès dits internationaux. Alors, bon, aujourd'hui, on impose à tous ceux qui font des études supérieures, vous allez faire de l'anglais et tout. Imaginons que la personne n'ait pas de facilité en anglais, et on lui dit, mais on ne peut pas être ingénieur si on ne parle pas anglais. Bon, alors, est-ce que c'est indispensable? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour faire de la physique ou pour faire des mathématiques, il vaut mieux être à l'aise en mathématiques. Donc, quelque part, pour devenir ingénieur, c'est pas très illogique qu'on mette la pression là-dessus. Le problème, c'est que quand on a des élèves au collège ou au lycée, on fait comment pour ne pas perdre ceux qu'on va envoyer dans les écoles d'ingénieurs sans mettre, c'est pas forcément une matière qu'on va aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Françoise, que moi j'étais un peu pareil. Les mathématiques, c'était une des disciplines qui arrivait à me détendre. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, hein, quand ma collègue ou moi on dit ce genre de choses, il y a des gens qui nous disent « Ouais, d'accord, on comprend pourquoi ils sont hors sol. » Parce que faut pas être normal pour faire. Mais c'est exactement comme pour moi de jouer aux échecs c'est quelque chose qui me détend. Parce qu'il y a des règles, mais je comprends que tout le monde ne soit pas dans le même concept. Seulement le problème, c'est que si on veut des médailles Fields, ben, il faut commencer. C'est comme si on veut des grands musiciens. Ben, vous avez vu, comme la musique, c'est pas super bien enseigné à l'école. Ben, on se dit que tous ceux qui veulent devenir musiciens, ils vont faire des cours de musique à l'extérieur de l'école. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est pas normal, on devrait enseigner ce genre de choses à l'école. Ah, voilà, c'est compliqué hein, de dire pourquoi on met une pression. Parce que, ben, effectivement, on espère qu'un ingénieur, un mathématicien, eh bien, dans une nation, ça rapporte. Et donc, quand vous avez un enseignement public, c'est paradoxal, mais aux États-Unis, un sportif peut faire l'université parce qu'il rapporte. Voilà, parce que ça fait gagner de l'argent à l'université. Donc, dans une société où des ingénieurs, des scientifiques, ben, ça rapporte à la société, c'est peut-être pour ça qu'on met une certaine pression. Moi, je suis déjà surprise que vous ayez entendu qu'une erreur en maths, c'était pas important. Non, c'est la première des choses. Et je suis d'accord avec vous, en français, il y a des erreurs qui ne changent pas le sens. Et la deuxième des choses, c'est que je crois quand même qu'une grande qualité des mathématiques, en tout cas à l'école, c'est que ça apprend à réfléchir, ça fait réfléchir, ça fait poser des questions. Et ça, c'est fondamental. Se poser des questions. Et une des grandes difficultés que les jeunes ont maintenant, c'est qu'ils ne cherchent pas. Ils n'ont pas, des fois, l'envie de chercher. Et c'est ce qui est triste. Et il y a un lien avec le langage aussi. Parce que dès tout petit, les bébés ont des notions de nombre très tôt. Il y a la notion de beaucoup, pas beaucoup. Il y a des notions qui se vivent très tôt et qui se conceptualisent pas très tôt, mais qui se vivent très tôt. Et après, on a besoin des mots pour parler du vécu.
Et quand on a moins de langage, on a moins aussi de capacité à penser, moins de capacité à élaborer. Et ça fait aussi, ça participe aux difficultés des maths tout de suite. Mais pour moi, le gros avantage des maths et des sciences, c'est de faire poser des questions, de mettre en réflexion et de faire appel à l'intelligence et pas simplement à la mémorisation. Alors j'ai parlé de fautes en maths qui ne sont pas graves, des choses comme ça, mais c'est plutôt un constat de je suis pas bon en maths, c'est pas grave. Dans le sens où avec des gens qui ont abandonné ce chose-là, enfin, moi je sais que dans mon alentour personnel, dans cet horizon-là, on me considère ayant un bon niveau en maths. Alors que personnellement, c'est pas le cas. Je sais que je fais autant de fautes en maths qu'en français, et ça m'en fait peur. Mais ces choses-là, je trouve que c'est juste qu'on n'encourage pas les gens à aller vers les maths, dans le sens où c'est quelque chose qui est sensible dès notre plus jeune âge, que ce soit en balistique ou quand on commence à compter. La question est que on abandonne les maths alors qu'on a cette sensibilité très tôt. Alors que le raisonnement, que ce soit un raisonnement par exemple philosophique, on le continue plus tard, que ce soit au lycée où on est obligé d'en faire, ou actuellement on n'est plus obligé de faire par exemple de maths. J'ai cette question-là où je me dis, mais il y a une incompréhension, et c'est cette chose-là où on n'accompagne pas les personnes dans ce langage-là. Alors, moi j'aurais tendance à dire, là, en ma casquette d'enseignant, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de motiver. C'est vrai que c'est compliqué. Moi j'ai été, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'étais à l'association de parents d'élèves, et je voyais bien que un élève qui réussissait pas bien en maths, eh ben, on allait lui coller une étiquette de pas intelligent. Par contre, la personne, j'ai toujours dit, si un instituteur ou une institutrice dit à un parent, voyez votre enfant au niveau du sport, franchement, il est vraiment pas dégourdi et truc. Vous avez le parent qui dit, ouais, je sais, il est vraiment pas doué, il bouge pas bien et trucs et tout. Bon, je me rends compte. Par contre, si vous lui dites, il a des difficultés en mathématiques ou en calcul, la réponse que j'entendais de parents, c'est « mais si, mon enfant, il est intelligent ». C'est ça tout le problème, c'est qu'on a mis en place un système où on met des contraintes, des pressions, des choses, et du coup, on catalogue assez facilement, et je sais que c'est compliqué. Je ne suis pas sûr d'avoir des solutions à cette problématique, mais je dirais, je pense qu'à l'époque de Mozart, ceux qui allaient dans les écoles de musique où il y avait des gars comme Mozart, celui qui était moyen en musique, il devait prendre cher, comme on dit. Quelque part, c'est en fonction d'une époque, de ce que une société recherche. C'est un peu compliqué. Alors d'ailleurs, j'ai une petite blague qui est assez connue, enfin qui est connue, parce que le système des écoles d'ingénieurs en France est relativement basé sur les philosophes de l'Antiquité. En gros, il y a 3 grandes écoles. Il y a les pythagoriciens, ce qu'on appelle les pythagoriciens, les platoniciens et les aristotéliciens. Donc, en gros, la grande différence, les pythagoriciens, le monde est maths. Le monde est nombre. Les platoniciens, le monde n'est pas nombre, mais c'est les mathématiques qui permettent
de faire la relation entre les humains et le monde. Les aristotéliciens sont plutôt la nature à l'escalier, et en gros, on va essayer d'utiliser le meilleur langage qu'on a pour décrire la nature. Les mathématiques, c'est un pis-aller. Et donc, on a en fait des écoles d'ingénieurs qui sont un peu dans le même style. Vous avez l'école d'ingénieurs prestigieuse, qui est pythagoricienne absolue, donc les maths. Et d'ailleurs, le symbole qu'on a donné à cette école, c'est le X, c'est l'école polytechnique. Et donc, même les cours même les cours d'économie sont orientés maths. Puis vous avez les écoles qui sont un peu en dessous, qui sont plutôt platoniciennes, c'est-à-dire on fait des maths parce qu'il faut modéliser des problèmes, etc. Et puis vous avez les écoles qui sont considérées encore en dessous, et qui sont les écoles plutôt aristotéliciennes, c'est-à-dire on va d'abord faire l'expérience, on va d'abord faire le système, et ensuite on essaie de le modéliser. Il y a une blague qui court chez les... Alors, il paraît que c'est les centraliens qui font ça, qui font la blague pour les polytechniciens. Bon, alors, école centrale, école polytechnique, bon, mais... on sait qu'on parle. Il y a toujours eu des blagues, je pense que ça va dans les deux sens. Alors, c'est deux polytechniciens qui vont dans la brousse. Et ils plantent leur tente. Et au matin, il y en a un des étudiants qui sort la tête de la tente et qui voit son collègue qui court autour de la tente avec un lion qui lui court après. Et lui dit, est-ce que ça va? Alors son copain lui dit, la situation est moins critique qu'on l'imagine, puisque j'ai 2 tours d'avance. Voilà, en gros, c'est un peu le genre de blague. Voilà, alors c'est vrai que nous, en France, on a une école très mathématique. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on est dans le top 5 en médaille Fields, mais que par contre, il semblerait qu'on perde beaucoup de gens dans les petites classes jusqu'au collège, ce qui nous fait mettre dans les classements PISA parmi les derniers. Et visiblement, on n'a pas réussi à gérer cette inéquation. Au niveau des mathématiques, c'est une véritable catastrophe pour... Alors, je parle des mathématiques parce que, enfin, en termes de ce que disait Françoise, parce que, en termes mathématiques, apprendre l'air d'un carré, je ne sais pas si on peut considérer ça des mathématiques, entre quelqu'un qui calcule l'air d'un carré et quelqu'un qui s'amuse avec les espaces hyper. Il y a quand même un monde entre les deux. Je veux dire, le problème, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une grande dextérité pour avoir des équations différentielles. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'il y a des gens qui savent à peine calculer l'air de carré, faire une fraction, et là, je n'appelle pas ça pas avoir de problème mathématique, c'est de l'analphabétisme mathématique. Moi, je m'aperçois que dans mon métier, parfois je donne des cours, des formations, ils ne suivent pas sur un niveau 5e, 4e en maths. C'est-à-dire que s'il va un peu vite, pouf, il n'y a plus rien, puis ça sert, en plus on est dans un domaine, il y a un petit peu de l'art, tout ça, on n'a pas besoin de tout ça. Et là je suis très étonné, parce que je me dis, mais ce que je te raconte, normalement, en seconde, même pas, on le sait, quoi. Et je suis très étonné, je crois que là, on a un problème, c'est d'analphabétisme en maths. Je crois que j'ai vu quelque chose qui était effarant, c'était en 6e ou 5e, je crois qu'il y avait un élève sur 3 qui n'était pas à faire des fractions. Mais comment peut-on vivre? Alors évidemment, si c'est juste manger, dormir et faire son... Mais il suffit de bricoler. On bricole, on veut monter un mur, il faut calculer une surface, quelque chose, bah ça y est, c'est foutu. Donc je pense que le gros problème, c'est que dès tout petit, il faut s'intéresser aux maths, mais pour s'intéresser aux maths, je pense qu'il faut s'intéresser à la vie, au monde. Être curieux. Si on adore les jeux vidéo, les gens ils adorent les jeux vidéo. J'aime pas ça, mais il y en a qui adorent ça, les jeux vidéo. Ok, c'est super, il y a plein de maths, on va faire des fractales, on va faire plein de choses là-dedans. On va justement... au lieu de jouer, on va essayer d'en créer. Et donc, du coup, il y a une partie mathématique. Et le problème, je pense, de l'enseignement, c'est que
il y a quelques esprits qui sont matheux, qui adorent les maths parce que t'es tout petit, et je pense que là, c'est neurologique, je pense qu'effectivement... Non, mais c'est clair, on a chacun, il y en a qui sont très bons en maths, il y en a qui sont très bons en langue, il y en a qui peuvent apprendre 5 langues en 3 ans, c'est absurde. On va pas me dire qu'ils sont... Non, enfin, ils ont une particularité, ils ont une dextérité, il y a une structure de pensée. Je crois que chacun a une structure de pensée. Hein. D'ailleurs, il y en a eu aussi, alors je déteste les tests de QI, mais il y a eu une relation où on a fait des tests de QI par rapport aux langues, par rapport aux statistiques, par rapport aux maths, justement. Et aussi par rapport à la créativité. J'ai ça aussi. Donc, on n'a pas tous le même cerveau, ce qui est génial d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a une chose qui est vraiment essentielle, c'est déjà tout petit que les gens s'intéressent, soient curieux. Et après, avec sa dextérité, soit, comme toi par exemple, tu vas faire de la physique avec un certain niveau de maths, et puis d'autres qui vont être carrément, parce qu'ils ont une dextérité en mathématiques très jeune, vont carrément être carrément des mathématiciens. Mais ça, il faut il faut que la flamme justement de l'intérêt du monde et de la curiosité pour pouvoir au moins avoir des notions de maths, mais le plus important, c'est de ne pas être analphabète en mathématiques. Et moi, ce qui pose problème, souvent on voit on est très mauvais en maths. C'est pas qu'on est mauvais en maths parce qu'on ne s'amuse pas avec des équalifs ou autre, mais c'est que vraiment le niveau en mathématiques, c'est qu'on demande de calculer la surface d'une sphère. La surface d'une sphère, je suis désolé, mais moi je donne des cours d'optique pour les photographes, parfois je suis obligé de leur expliquer sur surface d'une sphère, le stéradian, tout ça, c'est des choses qu'on apprend en secondes, et puis même, s'ils ne le savent pas, on l'explique en 1 minute ou 2. Ah non, mais vous mettez 3 quarts d'heure. Parce qu'en plus, en fait, je pense aussi, c'est que derrière ça, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc, et c'est des choses simples. Donc c'est ça qui me fait peur, c'est vraiment qu'il y a vraiment un problème d'analphabétisme mathématique. Plus que les grandes mathématiques. Comment on lutte contre l'analphabétisme? D'ailleurs, ce qu'on dit en mathématiques, on pourrait le dire aujourd'hui en français, on peut le dire aujourd'hui dans plein de domaines. C'est pourquoi on n'arrive pas à intéresser. Alors après, chacun a sa petite idée. Aujourd'hui, dans nos décideurs, la proportion de gens qui ont fait des études en sciences est microscopique pour nos décideurs. Parce que, vous prenez, il y a des écoles qui sont les futures écoles de décideurs, Sciences Po, ENA, etc. C'est pas parce que ça s'appelle l'École nationale d'administration qu'on est obligé de ne pas prendre des scientifiques, des gens qui sont issus du milieu scientifique. Mais c'est un fait. Et c'est pire que ça. C'est que maintenant, vous avez des gens qui ont depuis qu'ils sont gamins, on dit « Moi, j'aime pas les maths. » Et j'ai toujours eu des problèmes avec ça, et trucs et tout, et qui finissent décideurs. Comment voulez-vous qu'ils aient, ne serait-ce que... Parce que vous parlez de la curiosité, mais eux, ils n'aimaient pas ça. Alors, qu'ils soient décideurs, c'est pas gênant. Mais quand ça devient une extraordinaire majorité, ça peut devenir gênant. Alors là, c'est un point de vue personnel. Hein, mais aujourd'hui, quand vous avez encore un X qui traîne, un polytechnicien qui traîne dans la haute administration, on va dire « Ah ouais, mais lui, c'est parce que vu qu'il est de l'X, il a dû être pistonné pour arriver là. » C'est un peu ça. Et aujourd'hui, ils osent plus parler. Alors, quand on dit, oui, mais on a visiblement, les gamins, ils ont de grosses difficultés avec les maths. Ah ouais, je sais, moi j'étais pareil. Si vous avez comme seul argument, vous sortez, oui, mais moi, j'ai aussi mal vécu l'enseignement des mathématiques quand j'étais gamin.
c'est sûr que vous n'allez pas donner envie à toute une génération. Voilà. Mais vous pourriez, en France, vous pourriez paradoxalement dire la même chose pour le sport. Hein. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi ça ne marche pas? Alors que, très honnêtement, si vous regardez le budget par habitant, on dépense au moins largement autant que les Anglais. Hein. Ben oui, mais ça ne motive pas, visiblement. Parce que moi, je me rappelle, quand on était gamin, les bons sports, on disait, ouais, mais c'est pas un métier. Comme les gens, ils disaient, les bons en musique, oh, ben, tu vas faire quoi? Tu vas faire saltimbanque? Non, mais c'était ça. Je me rappelle, hein, la génération de mes parents, le gars, c'était chômage assuré. C'était chômage assuré. On ne vivait pas de musique. On ne pouvait pas vivre de danse ou on ne pouvait pas vivre du sport. Voilà. Et ben, comment voulez-vous, 50 ans après, bah, ouais, on va pleurer en athlétisme au JO. Hein. Voilà. Enfin, c'est peut-être pas une solution, mais voilà, je pense que ça remonte à loin. Mais bon, il y a des gens encore passionnés, hein, qui enseignent.